Lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gamer, le président Assisi a dirigé d'établir des complexes industriels dans de nouvelles zones géographiques au niveau de la République et de fournir les ressources financières nécessaires et d'intégrer le système de complexes industriels avec la stratégie d'approfondissement de la composante locale et en la reliant logistiquement au réseau routier et aux nouvelles infrastructures au niveau de la République. Le chef de l'État a également instruit de réaliser des études approfondies pour le transfert de la technologie industrielle moderne dans des domaines prioritaires en partenariat avec de grandes entreprises internationales ayant une longue expérience afin d'assurer la durabilité et la stabilité de ces industries en Égypte à long terme. Le président Assisi a également dirigé de développer le système de diverses écoles techniques industrielles et le renforcement des capacités de leurs employés en partenariat et en coopération avec le secteur privé et à l'appui des spécialisations industrielles dans des divers secteurs qui sont dans l'intérêt de plans de développement global en Égypte. La ministre du Commerce et de l'Industrie a pour sa part présenté les résultats les plus importants de sa récente tournée à l'étranger dans un certain nombre de pays arabes, asiatiques et africains, ainsi que les dispositions en cours pour la création du pavillon égyptien à l'Expo 2020 Dubaï, qui comprendra une exposition du secteur du tourisme, ainsi que les grands secteurs économiques et les projets nationaux adoptés par l'Égypte au cours des dernières années, ainsi que l'organisation d'un certain nombre d'événements différents sur une période de 6 mois à partir d'octobre 2021. Le but est de jeter la lumière sur les initiatives de développement pionnières adoptées par l'Égypte à tous les niveaux au cours des dernières années, ainsi que la représentation de l'Égypte comme une destination importante pour les investissements mondiaux avec son contenu d'ingrédients et de capacités, ainsi qu'une distanciation touristique attrayante. Madame Gamer a également présenté les mesures exécutives les plus importantes prises dans le cadre du soutien aux activités industrielles et de la stimulation de l'industrie au niveau national, qui auront une incidence positive sur la performance des secteurs industriels prioritaires et surmonteront les obstacles les plus importants auxquels ils sont confrontés. Donc, comme on vient de le voir, beaucoup de progrès sur le plan du développement économique. Et pour parler plus en détail de cela, nous avons en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse du discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Dr Abdel Fattah, dites-nous, comme on vient de le voir dans ce reportage, il y a énormément à dire sur le plan des projets pour le développement économique. Donc, selon vous, quels sont les projets les plus significatifs? Eh bien, ça c'est pour les projets, les réalisations économiques qui ont été faites, achevées par l'Égypte récemment, c'est-à-dire soit dans le cadre de la capitale administrative ou bien autour du canal de Suez, et aussi l'exploitation des gisements de gaz naturel, d'énergie, des projets sur l'énergie renouvelable et d'autres investissements qui entourent en fait ces réalisations, ce qui donne lieu à l'importance d'attirer les investisseurs étrangers, notamment les investisseurs européens. C'est pour cela qu'on a vu beaucoup d'entretiens entre le président Abdel Fattah al-Sisi et des figures importantes de l'économie et de la politique européenne. À titre d'exemple, les entretiens entre le président et le Premier ministre britannique Boris Johnson, c'est-à-dire le sujet des réalisations économiques d'investissement britanniques en Égypte, figurait sur la liste en fait des thématiques abordées, traitées par les deux présidents, les deux personnes, le président et le Premier ministre. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que l'économie, pour continuer en fait à construire l'économie, à faire avancer l'économie, il faut aussi assurer la sécurité. La sécurité, vous savez que généralement, ce qui autrefois peut-être dissuadait les investisseurs de venir en Égypte, c'est quoi? C'est la sécurité. Actuellement, c'est que l'Égypte est le pays peut-être le plus sécurisé de l'Afrique, du Moyen-Orient, étant donné qu'actuellement, et la preuve, c'est que on ne cesse de voir des réalisations, des projets économiques qui, par exemple, qui émergent de jour à l'autre. Ça, c'est une chose. S'ajoute à cela peut-être des problèmes très importants qui figurent aussi
comme un sujet phare, en fait un sujet très important, d'importance délicate, c'est le sujet du barrage de Naba. Ça, généralement, c'est les grands projets réalisés par l'Égypte, soit chemin de fer infrastructurel, gisement de gaz naturel, et aussi il y a aussi un autre, c'est le dessalement des eaux, hein, c'est-à-dire que c'était un projet sur lequel l'Égypte a commencé vraiment à se pencher pour l'irrigation du désert. Et puis il y a autre chose aussi, la construction de nouvelles villes ou de nouvelles cités exige en fait ce type de projet, ça veut dire l'exploitation des ressources naturelles afin d'assurer l'urbanisation dans ces villes. Et ça, on le voit de manière remarquable dans la capitale administrative. Pour les investissements étrangers en Égypte, nous avons remarqué, comme le monde l'a remarqué d'ailleurs, que les investissements étrangers en Égypte s'étaient stabilisés lors de la crise du Covid-19, alors qu'ils ont été affectés partout dans le monde. Comment est-ce que vous expliquez cette stabilité ? Parce que les mesures en fait prises par le gouvernement égyptien sont des mesures draconiennes. Hein. C'est très important, drastique. On le voit actuellement, le ministère de la Santé ne cesse de déclarer par exemple le résultat à titre d'exemple, les guéris, les Égyptiens qui ont guéri. Il y a les Égyptiens, par exemple, les décès, le nombre de décès. On voit en fait le taux de contagion d'infection diminue de plus en plus dans cette période de l'année. Il est vrai que peut-être une grande partie des Égyptiens, peut-être eux, ne respectent pas les mesures sanitaires, c'est-à-dire qu'ils marquent une certaine indifférence. Mais moi, je parle certainement au niveau officiel, au niveau du gouvernement. Le gouvernement prend toutes les mesures, c'est-à-dire qu'il y a une campagne de vaccination actuellement. C'est qu'il suffit simplement de composer le numéro pour avoir un rendez-vous, fixer un rendez-vous afin de se faire vacciner. Ça, c'est pour tous les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui sont peut-être, eux, récalcitrants, qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est autre chose. Mais, c'est-à-dire, la campagne continue et qu'on a vu aussi même le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire le ministère a pu, quand même malgré la crise, a pu vraiment surmonter cet obstacle. Par exemple, les examens de fin d'année, et aussi les cours qui se donnaient comme ça à distance. Enfin, je pourrais vous dire qu'il y a disons, des mesures complexes, c'est-à-dire des mesures soit sanitaires, soit éducatives, et que justement, maintenant, l'Égypte a commencé à fabriquer le vaccin chinois et peut-être aussi le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire il est sur le chemin de produire, il ne reste peut-être aucun mois et que les Égyptiens pourraient toujours se faire vacciner par un vaccin égyptien. Donc tout ça, ça marque un effort monumental du côté du gouvernement égyptien pour combler cette lacune dont souffrent beaucoup de pays. Alors tout ça, je pense que c'est un facteur très important pour encourager les investissements et les investisseurs. Et ça, et l'Égypte aussi, c'est une question qui se pose, c'est-à-dire vous regardez la Tunisie, à titre d'exemple, c'est-à-dire la Tunisie victime en fait d'un taux d'infection très très élevé, et que, à mon avis, c'est le problème, en fait, le problème de cette virulence, la virulence du virus et aussi l'infection en Tunisie, et c'est l'échec. C'est pas l'échec du président, mais c'est l'échec peut-être d'un gouvernement en fait dirigé par les frères musulmans. Et ça, on a vu le président tunisien a pris une décision courageuse, simplement de démettre complètement, de suspendre le Parlement et le gouvernement qui relève du Parlement. Tout ça, c'était à cause de la confrérie des frères musulmans qui est à l'origine de cet échec. Et que les citoyens, c'est pour ça, la majorité des citoyens tunisiens, en fait, saluent la décision du président. Justement, parlant de la Tunisie, qu'est-ce qui a poussé le peuple tunisien à en arriver là actuellement, après s'être plus ou moins stabilisé pour une période précédente? Ici en Égypte? Non, en Tunisie. En Tunisie, c'est-à-dire que le gouvernement, en fait, le gouvernement n'a pas vraiment cette compétence.
n'est pas à la hauteur de ces crises. C'est-à-dire que actuellement, regardez ce qui se passe en Tunisie, c'est-à-dire que soit au niveau du Parlement, on sait très bien que le régime était un régime parlementaire. Ça veut dire que c'est le Parlement qui a le dernier mot et que c'est le Parlement qui nomme le gouvernement et que le ministère de la Santé est responsable en fait de cet échec, n'a pas pris les mesures draconiennes sanitaires à temps. C'est très important. Et la campagne médicale, en fait, a été vouée à l'échec. Tout ça, ça marque quoi? C'est que le gouvernement était occupé par quoi? Par des conflits internes, par la corruption qui gangrène tout à fait le régime parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle le président a pris cette décision. C'est-à-dire que Covid qui, en fait, s'aggrave de plus en plus, gouvernement incapable et incompétent complètement de gérer les affaires politiques et qui intervient même dans les compétences ou dans les questions qui relèvent de la présidence. Tout ça, c'est un échec total, c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc le Covid est lié en fait à cette politique, à la politique dont le premier responsable, c'est les frères musulmans ou le Nahda, comme on l'appelle. Bon, docteur Hassam Abdel Fattah, pour revenir à l'économie nationale, nous avons vu, bien entendu, un nombre gigantesque de projets importants pour le développement de l'économie. Mais le citoyen se pose toujours la même question. Quand est-ce que cela va se refléter sur le revenu du citoyen? Ça, c'est une question une question épineuse, c'est-à-dire pas facile à répondre, parce que généralement, avec les projets infrastructurels, il faut faire preuve de patience. C'est-à-dire que parce que les projets infrastructurels ne portent leurs fruits que très tard. Un projet infrastructurel, c'est pas un projet qui se fait en un seul jour ou bien en une semaine. Moi, je vous donne un exemple. Sur le régime de Sadat Hosni Moubarak, c'est-à-dire que le gouvernement était simplement occupé par des projets, des projets de profit immédiat, urgent, c'est-à-dire des projets de consommation. Et c'est pour cela, c'était le commerce, on a vu, le commerce, c'est tout. Mais on n'avait pas de projet infrastructurel, à part peut-être le projet de Toshka qui, lui, je ne sais pas si c'était paralysé à l'époque. Mais le plus important, c'est que quand on veut vraiment construire un pays pour créer par exemple, des opportunités de travail, pour, par exemple, résoudre le problème de chômage, il faut commencer par des projets infrastructurels, c'est-à-dire construire des chemins de fer, des voies, des ponts, à titre d'exemple, parce que vous voulez, certainement, si vous voulez attirer un investisseur en Égypte, vous devez quand même avoir les routes, avoir des voies, des ponts, et faciliter la circulation. Et ça, on le voit dans l'émergence de nouvelles cités, comme la capitale administrative. Donc, je dis que c'est normal avec des projets infrastructurels, et c'est pour cela qu'on entend parler, par exemple, d'un projet quinquennal. Ça veut dire qu'on ne voit le profit ou bien les fruits que 5 ans plus tard, comme ça. Mais quand même, c'est-à-dire on commence à voir, c'est-à-dire que je ne vois pas, on ne doit pas exagérer, parce que c'est-à-dire pour se déplacer d'un lieu à l'autre actuellement, avec les ponts et avec les routes qui ont été construites, je pense quand même que c'est un bon signe. Docteur Hassam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Passons à notre dernier reportage. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd, a affirmé que l'Égypte tenait à achever son adhésion à la Fondation africaine du financement et à renforcer ses relations et son partenariat avec les institutions africaines à tous les niveaux. Madame Al-Saïd s'exprimait lors d'une réunion avec le président de la Fondation africaine du financement. Un commentaire. L'Égypte œuvre pour le partenariat avec les pays et institutions africaines en étant la profondeur stratégique et naturelle pour tous les Africains, partant des défis communs qu'ils affrontent et les opportunités qu'ils disposent, a dit le ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd lors d'une réunion avec le président de la Fondation africaine du financement. Madame Saïd a mis l'accent sur les activités du ministère et les parties y relatives, ainsi que sur les projets les plus importants entrepris par le ministère et le Fonds souverain de l'Égypte. Ces importants projets et l'établissement des partenariats avec le secteur privé égyptien et international. La réunion a également porté sur les questions d'intérêt commun, dont les opportunités de la coopération entre la Fondation africaine du financement et le Fonds souverain dans les domaines de l'infrastructure, l'énergie renouvelable et le transport, et les industries pharmaceutiques. Pour sa part, le président de la Fondation africaine et de financement a indiqué que la Fondation aspirait à l'achèvement du membership de l'Égypte pour qu'elle figure parmi près de 31 pays africains membres de la Fondation, partant du rôle axial de l'Égypte dans le continent africain.